À l'heure où l'Alliance est mise à contribution pour livrer des armes à l'Ukraine, le plan Trump pour aider Kiev n'est absolument pas passé du côté du Kremlin, à l'image des propos tenus hier par Dmitri Medvedev, le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Écoutez. La nature perfide de l'Occident et son sentiment déformé de supériorité sont toujours évidents. Nous devons donc agir en conséquence, en ripostant pleinement, voire en lançant des frappes préventives, si nécessaire. Du coup, du côté du Kremlin, on lance ces chiens de garde et notamment les propagandistes. Et illustration hier soir à la télévision d'État avec le plus zélé d'entre eux, Vladimir Soloviev. Voilà ce que ça donne. Nous comprenons tout très bien. Nous voyons que les nazis se préparent à la guerre. Ils ne peuvent pas s'arrêter. L'Europe est vouée à la guerre avec la Russie et tant que nous ne la frapperons pas de manière préventive, elle ne s'arrêtera pas. Arthur Königsberg, alors ce discours, on l'a déjà entendu au début de la guerre, c'est par étapes. Mais on pensait que les choses allaient changer. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a aucune raison objective pour le Kremlin ou les propagandistes de changer de discours. Aucune raison. Et ils sont toujours dans la même démarche. La première est celle de préparer petit à petit les esprits russes à une confrontation directe avec l'Europe ou l'Occident. Mais la deuxième étape, c'est aussi qu'effectivement ces débats s'intègrent et qu'on débatte effectivement sur les plateaux télé, ce qu'on fait actuellement, autour de ces déclarations, et qu'effectivement, les éléments de langage du Kremlin pénètrent dans notre débat public. C'est une partie de la guerre informationnelle menée par le Kremlin en Europe. Parce qu'aujourd'hui, l'une des vraies craintes... C'est une façon de faire peur aux citoyens européens. Bien sûr. Parce que ce que raconte le Kremlin depuis plusieurs semaines, c'est que le réarmement progressif des pays européens pour se protéger contre la Fédération de Russie, in fine, va entraîner l'Europe dans la guerre. C'est ça c'est très pervers et on le voit dans beaucoup de pays européens, pas qu'en France, mais en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie, en Allemagne aussi, qu'effectivement les efforts budgétaires, militaires qui sont demandés par les responsables politiques européens, effectivement, peuvent effrayer une partie de la population qui, lorsqu'ils sont confrontés à ces images, ces débats et ces mots, effectivement, peuvent se dire « on va vers la guerre ». Aline, et à chaque fois, ça correspond au moment où l'Ukraine reçoit, j'allais dire, le plus d'aide. L'aide qu'on devrait lui apporter, notamment avec les Américains, avec les Européens. Donc ça ne doit rien au hasard que ce discours. Alors il y a Medvedev, on va entendre d'autres responsables russes, et notamment le porte-parole de Vladimir Poutine, parce qu'à chaque fois il y a ce recours au nucléaire, l'arme fatale, l'arme ultime. Oui, le calendrier ne doit rien au hasard. Ils sont furieux parce qu'ils ont essayé pendant des semaines et des semaines, sous couvert de négociations, d'envisager du dialogue, des cessez-le-feu, de balader l'administration à Washington, avaient deux finalités. Un, lever les sanctions. Deux, couper l'aide militaire américaine aux Ukrainiens. Manifestement, même si les déclarations sont loin d'être parfaites, même s'il reste du cynisme, même s'il n'y a toujours pas assez, même si c'est pas encore très précis, il n'empêche qu'il y a eu un revirement quand même à Washington, sachant que la pression elle est mise maintenant sur la Russie, l'agresseur, et non sur l'Ukraine, l'agressée. Et ça, ils sont furieux parce que c'est des mois d'énergie qu'ils ont mis à profit pour essayer d'obtenir ça de Washington, et ça n'a pas marché aussi. Le coup de bluff n'a pas fonctionné. C'était à la hauteur de leur déception, c'est ce que vous nous dites. En fait, ils viennent de perdre une bataille, pas la guerre, je dis pas la guerre, mais ils viennent de perdre une bataille, donc ils se furent, donc ils saturent et je suis d'accord avec Arthur sur la finalité de cela, donc ils reviennent à leur marronnier éternel, c'est-à-dire nucléaire, faire peur aux populations européennes et maintenir la société en interne dans quelque chose d'évidemment gardé, sous couvert de renversement, parce que c'est le renversement, ils renversent tout le temps, toujours. C'est-à-dire que c'est eux qui agressent, tout en expliquant que finalement, on est obligé de se protéger, ça veut dire... Enfin bref, ils essayent d'emmêler tout ça dans leur éternel renversement et de projeter leur turpitude sur la tête des autres. C'est ça au moment où nos États, et notamment, on se souvient de ce discours du chef d'état-major des armées, mais également du président de la République, nous demandent, Xavier, des efforts
nous, pour notre défense. Mais ça vaut aussi en Allemagne, ça vaut aussi en Grande-Bretagne, avec ces déclarations aussi très importantes entre le président français et le Premier ministre britannique, notamment sur une protection et une couverture nucléaire. Ça veut dire que du côté de Moscou, je ne vais pas dire on nous épie, mais on suit pas à pas cette évolution, ce réveil européen. Plus les Occidentaux, les Européens en l'occurrence, se mettent ou tentent de se mettre en ordre de bataille, alors de plein de façons différentes, réindustrialisation dans le domaine de la défense, augmentation des budgets, prise de conscience de la menace russe, telle qu'expliquée notamment par le chef d'état-major, plus les Russes agitent, font de l'agite-propre en fait, et ils mettent sous pression les opinions publiques. Il y a perpétuellement en Europe des élections. Il y en aura en France en 2027, il y en aura, c'est pas en Europe mais c'est tout proche, en Moldavie à l'automne prochain. Il faudra les surveiller de très 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 près, parce que mettre en tension les sociétés, c'est en quelque sorte assurer pour le Kremlin de pouvoir peser sur ces élections en disant aux citoyens européens, si vous choisissez mal vos dirigeants, eh bien vous aurez la guerre avec la Russie, parce que nous serons bien obligés de nous défendre. C'est toujours ce même propos dont parlait Aline. La Russie n'est jamais l'agresseur, la Russie ne fait que se défendre contre des puissances étrangères, sous couvert de l'OTAN, les États-Unis, qui veulent l'agresser en permanence. Or, c'est très exactement le contraire qui se passe, mais dans certaines opinions publiques, ça fonctionne très très bien. Oui, mais ça fonctionne très très bien, ça fonctionne aussi, Arthur, dans les deux sens. C'est-à-dire que quand nos dirigeants nous demandent plus d'efforts pour nous armer, quand vous avez un certain nombre de pays ou de services de renseignement, je pensais à l'Allemagne, mais la Grande-Bretagne également, qui disent que à l'aube de 3 à 5 ans, il y aura peut-être, ou très certainement, une confrontation directe avec la Russie. Donc, des deux côtés, ça fonctionne. Ça nous permet aussi, quand on entend ce discours, de voir peut-être un vrai visage et de nous préparer. Oui, il y a effectivement beaucoup plus de lucidité aujourd'hui qu'il y a quelques années, à la fois chez nos responsables politiques, militaires et diplomatiques, et même nos forces intellectuelles par rapport à la Fédération de Russie. Mais ces discours-là étaient déjà des discours latents en Fédération de Russie avant le 24 février 2022. Mais nous n'écoutions pas assez, nous ne les regardions pas assez, et surtout nous ne les prenions pas suffisamment au sérieux. Ce qu'ils mettaient eux au cœur de leur débat. C'est un peu Pardon, je vous laisse finir, je suis désolé, juste une précision pour celles et ceux qui nous regardent. Beaucoup, je me souviens, au tout début de cette guerre, on s'est moqué de ce monsieur, Dmitri Medvedev. Certains le disaient, adorateur de la dive bouteille. Mais en fait, c'est très compliqué parce que non, il fallait l'écouter, c'est ce que vous nous dites. C'est-à-dire que ces gens-là, ils avaient des choses à dire et souvent ils sont le porte-parole de quelque chose. On aurait gagné certainement énormément de temps et énormément en stratégie si nous avions pris Poutine au mot dans un ensemble de ses discours depuis le discours à Munich en 2007. Nous aurions gagné énormément de temps. Mais nous n'avons pas voulu prendre la Fédération de Russie au sérieux. Et surtout, nous avons également été intoxiqués par une partie de sa propagande. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, et beaucoup en France, une grande partie, soit de la population, soit des élites, explique toujours que la montée en agressivité russe vis-à-vis de l'Europe est due à une chose, l'élargissement de l'OTAN. Comme si, effectivement, le fait que l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale aient rejoint l'OTAN après la chute de l'URSS et la fin d'une chape de plomb dictatoriale russe sur l'ensemble de ces pays et leur besoin de se protéger face à une potentielle nouvelle agression russe, était de l'agressivité face à la Fédération de Russie. Ce n'était pas le cas. Et ça, il faut le marteler. Comme aujourd'hui, il faut marteler que le réarmement progressif des pays européens, c'est pour dissuader la Fédération de Russie d'attaquer de nouveau. C'est dans la longue histoire russe, la volonté de créer un tampon entre la Russie et ce qu'ils appellent l'Occident, entre l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc, c'est ce que disent tous les connaisseurs de Poutine. Pour discuter avec Poutine, il faut être fort. Si on est faible, de toute façon, on est. Ce qui est très intéressant à propos de Medvedev, rappelez-vous son arrivée à la présidence de la Fédération de Russie en 2008, quand il a remplacé
juste pour une présidence, pour une échéance, Vladimir Poutine. Tout le monde en Europe voyait un homme libéral avec qui on pouvait parler, avec qui on pouvait construire. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le vrai visage. On a la Géorgie, on a 2014 l'Ukraine et toute la suite. Donc il y a eu, en fait, si on n'a pas vu, c'est aussi qu'il y a eu largement dissimulation de la part de la Russie, du Kremlin, de Vladimir Poutine, et qu'aujourd'hui les cartes sont sur la table, et que Medvedev, Soloviev, quand ils s'expriment, effectivement, ça paraît outrancier, mais maintenant on comprend le message. Aline, il y a la guerre, bien évidemment, sur le terrain en Ukraine. Mais quand on entend ces propos qui sont colportés, qui sont largement diffusés, est-ce qu'il faut se dire également que la Russie prépare une autre guerre? Il y a cette guerre hybride dont on vous parle souvent, mais tout ça, c'est suivi des faits, forcément. Il y a le terrain, il y a l'Ukraine, mais il y a également nous, c'est-à-dire cette volonté de nous déstabiliser. Ah oui, ces prises de parole qui ont en effet été un peu dénigrées, c'est de la truculence, un peu caricatural, on s'en moque, finalement ça reste très drôle. Non, c'est extrêmement violent, ce sont des propos extrêmement violents qui participent à une propagande de guerre criminelle et qui sont des symptômes. En fait, là, on a les têtes de gondole, mais en fait, ça correspond très exactement à tout ce qui traverse l'espace informationnel russe, la société russe, les conversations des gens. Ça peut être sur WhatsApp, ça peut être... voilà, on voit bien qu'il y a de la haine partout, avec des propos extrêmement violents, et que la cible de cette haine, c'est en un, les Ukrainiens, là tout de suite, mais cette haine, elle est dirigée aux Européens aussi. Ils nous détestent. Elle est largement diffusée. Et elle est largement. Et pour revenir sur la question de la dissimulation, je rappelle quand même que Medvedev, c'est lui qui a envoyé les chars sur Tbilissi. Oui, bien sûr. Donc là, on était quand même... Et il passait pour le modéré. Donc il a envoyé des chars peut-être modérément, mais enfin, c'est comme ça. Ça a été traité à l'époque modérément d'ailleurs. Et ça a été à l'époque, c'est là où je voulais très exactement... Comme une victoire, mais en fait, une large défaite des capitales occidentales, à commencer par Paris et Berlin. Ces deux symptômes de quelque chose d'extrêmement profond qui traverse la... Alors, selon Défense Express, le contrat comprenait 17 lanceurs, 70 missiles, 5 radars, 6 systèmes d'acquisition de données et 5 postes de commandement Xavier. Donc le président américain avait raison et les patriotes étaient à nos frontières. Pas très loin. Mais enfin, les Suisses n'en auront pas pour le moment. Ils vont patienter un peu. Mais effectivement, les patriotes... En ont-ils vraiment besoin ? Pour le moment, non, mais on verra plus tard, malheureusement. Mais effectivement, il y a une solution technique pour livrer les patriotes. Donc, le président Trump n'a pas menti. On ne sait pas encore exactement combien il va pouvoir en faire acheter, d'ailleurs, par les Occidentaux, parce qu'il ne les offre pas à l'Ukraine. Ce sont les Européens qui vont les... Ça, c'était le deal. Ah ben oui. Oui, mais ça change tout. Oui, ça coince puisque le président français Emmanuel Macron a déjà dit que ce deal, maintenant, il y a une urgence. Il y a une urgence de protéger le ciel d'Ukraine, de faire en sorte que les villes ukrainiennes ne soient pas victimes plusieurs fois par semaine et quasiment toutes les nuits, certaines fois, des missiles russes. Ça s'est légèrement calmé ces derniers jours, donc je prends quelques précautions. Et c'est effectivement la meilleure solution, c'est le système Patriot. Alors, Aline, c'est une bonne nouvelle. On a douté. Je me demande si on était ensemble sur ce plateau. Oui, quand on a vraiment douté. On était ensemble, donc on a douté. Il y a eu beaucoup quand même des propos du président et de ce fameux pays qui aurait 17 batteries de patriotes. Avec ce qui est intéressant, parce que la batterie seule, elle ne sert pas forcément à grand-chose. Là, il y a vraiment des systèmes quasi entiers. Toute option, avec les missiles qui vont avec, voire d'autres choses. Radar et poste de commandement, oui. Exactement. Et surtout, il semblerait qu'il y aurait de toute façon un flou organisé autour des dates de livraison, du comment des livraisons, du trajet des livraisons, ce qu'a répété... Il va être livré en Suisse en 2027, donc... entre 2026 et 2028. Non, mais globalement... Du remplacement par rapport à l'Allemagne, par exemple. Ce qui a été dit par le commandant suprême des forces armées de l'OTAN, c'est qu'il ne donnerait pas d'indications et de détails, d'agenda, de quantité et de matière même aux Russes, en expliquant publiquement de combien il y aurait précisément, de quoi seraient faits ces milliards d'aides militaires. À titre personnel, je pense que c'est une excellente idée, parce qu'il n'y a aucune raison que les Russes savent très exactement ce qui arrive, quand, par où, et pourquoi pas la géolocalisation sur Mappy du chemin que vont prendre les missiles de défense antiaérienne. Vous parliez à l'instant, Aline, du commandeur suprême de l'OTAN. Je vous propose de l'écouter. Voilà, c'est aussi une mise en garde d'ailleurs faite Général Grinkiewicz. Voilà.
Les lignes de production peuvent ensuite être utilisées pour compléter les capacités existantes. Je n'ai donc pas une bonne idée des chiffres, mais je sais que mon objectif est de donner aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin pour se défendre. Il y en aura donc beaucoup d'autres à suivre. Nous allons agir le plus rapidement possible à ce sujet. Personne n'y croit sur ce plateau, hein, Arthur, bien évidemment, le commandeur suprême de l'OTAN qui n'a pas une idée des chiffres. Bon, si, il en a une idée, mais comme le disait Aline, c'est mieux que les Russes n'en ont pas une. Oui, c'est ça. Lorsqu'on parle de nécessité de créer une ambiguïté stratégique vis-à-vis de la Russie, là, on est en plein dedans, dans l'ambiguïté. Chez Donald Trump, c'est quand même un peu plus interrogeant. On est peut-être plutôt dans la confusion que l'ambiguïté. Parce qu'effectivement, ce qui a pu nous mettre un certain doute dans ses déclarations, c'est qu'il s'adressait à côté de Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, en disant « Mark va s'assurer de la coordination entre les États-Unis, l'OTAN et l'Ukraine pour les livraisons d'armes ». Et là, on nous parle de la Suisse. La Suisse n'est pas l'OTAN. Non. Donc Mark Rutte la Suisse n'est même pas l'Europe. Voilà, n'a quasiment rien à voir dans ce deal, entre guillemets. Effectivement, ce sont les États-Unis qui prennent la décision de ne pas livrer la Suisse, les patriotes à la Suisse, et de les faire passer par l'Europe en Ukraine, effectivement, sans donner énormément de détails. C'est ce que voulait Donald Trump, c'est-à-dire que nous achetions des armes américaines. Oui, et effectivement, aujourd'hui, que ce soit Emmanuel Macron et même Giorgia Meloni, la première ministre italienne, ont ouvert quand même ce débat et ce front en Europe. Est-ce que nous acceptons vraiment ce deal ? Une vraie brèche. Oui, et ce deal proposé par Donald Trump. Vous voulez absolument soutenir militairement l'Ukraine, c'est à vous de payer sur nos armements et nos stocks. Mais la vraie question qu'on peut poser effectivement aussi à Emmanuel Macron et à Giorgia Meloni, c'est certes, effectivement, l'autonomie stratégique européenne est une nécessité pour nous, mais les besoins de l'Ukraine sont immédiats, sont concrets. Et ils ne peuvent pas attendre encore plusieurs mois ou plusieurs années que nos lignes de production soient suffisamment efficaces pour leur livrer des livraisons. Je voulais juste rajouter, ce deal est proposé à la base par l'Ukraine. C'est l'Ukraine qui propose d'acheter, parce qu'elle comprend bien qu'il y aura 1 milliard d'embûches et de montagnes à gravir. Voilà. C'est Zelensky qui dit mais il l'avait d'ailleurs proposé en direct à Donald Trump, et Trump qui à l'époque avait refusé. Donc c'est une proposition parce qu'elle n'a pas le choix d'envisager ça. Et en revanche, c'est repris à la volée par certains pays de l'OTAN qui en gros finance. Donc c'est quelque part, on pourrait même dire que c'est une aide européenne en réalité. Après, qu'on laisse dire alors, à elle Trump... est grosse, parce qu'on a fait un rapide calcul quand même sur elle est énorme. Tout ce système. Elle est énorme, mais elle est vitale pour l'Ukraine. On est à plus de 50 milliards. Elle est vitale pour l'Ukraine. C'est énorme. L'addition va être lourde à payer, Xavier. Oui, mais on va la payer à 27. On verra ce que font exactement les États-Unis. Non, mais de toute façon... 27, je suis pas sûr. C'est certains pays. Voilà. Oui, non, mais pas les 27 au prorata vous demandez à divisé par 27. Je suis pas sûr. Mais des pays paieront plus que d'autres. Mais c'est le prix à payer pour assurer dans un futur très très proche, exactement, la sécurité en tout cas des pays européens à travers l'Ukraine. Moi, il y a deux choses. Première chose, Grytkiewicz est devenu commandeur suprême de l'OTAN le 5 juin dernier. Donc c'est un homme un général qui a été nommé sous Trump. Donc là, on peut penser qu'il y a des points de vue qui sont vraiment équivalents entre les deux hommes. Ça, c'est important. Seconde chose, moins encourageante, c'est qu'il parle de donner à l'Ukraine tout ce dont elle a besoin pour se défendre. Ouais. Est-ce que ça va se limiter au système patriote, qui effectivement permet de sauver des vies? Si vous regardez, la conférence de presse dure très longtemps. À un moment de cette conférence, évidemment, il entretient. Il n'entretient pas. Il ne parle pas que de défense. Il ne parle pas du reste du matériel. Non, mais il parle défensive et il dit offensive. Si, il le dit. Il fait quand même le distinguo. Oui, mais on n'a pas d'idée du matériel qui pourrait être. Alors effectivement, je comprends pourquoi. Pour la même raison. Il faut attendre de voir exactement ce qu'il en est. Vous n'allez pas donner la feuille de route à Moscou. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas forcément encore dans un revirement total de Donald Trump. On progresse. C'est ça qui est important. Vous savez pourquoi il ne faudrait pas tout donner à Moscou? On va écouter la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova. Elle met déjà en garde les pays qui vont payer ou les pays qui vont donner. Les tout premiers missiles abattus par nos systèmes de défense aérienne nous permettront d'établir rapidement où et comment ils ont été produits et surtout de désigner avec précision leur pays d'origine. Nous avons déjà prévu des conséquences. La Russie se considère en droit d'utiliser ses armes contre les installations militaires des pays qui autorisent l'utilisation de leurs armes contre la Russie. En cas de nouvelle escalade du conflit, nous répondrons de manière décisive et en nature.
Et oui, Aline, ils ne sont pas contents, mais les mots sont dits quand même. Non mais, dans une Europe fracturée, divisée, Arthur, on est d'accord, ce genre de discours, ça peut fonctionner. Bien sûr, et c'est le distinguo que relevait Xavier. Il y a aussi un danger, à la fois de la part des Européens et des Américains, de faire un distinguo dans les armes que nous livrons à l'Ukraine. Ce que nous livrons à l'Ukraine, ce n'est que des armes défensives, qu'elles soient offensives ou non. Livrer des missiles de longue portée à l'Ukraine, c'est lui permettre de se défendre. Nullement d'attaquer la Fédération de Russie pour l'envahir, mais pour se défendre contre la guerre d'agression et d'annexion qu'elle subit. Frapper des sites de production ou des sites de lancement de missiles ou de drones qui s'abattent jours et nuits sur les infrastructures civiles ou sur les infrastructures critiques d'Ukraine, c'est lui permettre de se défendre. Il n'y a aucune distinction à faire entre un système patriote ou des attaques EMS. Ça permet à l'Ukraine de se défendre. Et c'est ce distinguo-là qu'il faut aussi attaquer. L'Ukraine n'est pas l'agresseur. L'Ukraine se défend. Donc effectivement, ce distinguo doit tomber. Par contre, effectivement, on peut quand même douter de la crédibilité des menaces de Madame Zakharova. C'est-à-dire que la Russie se donnerait la possibilité de frapper les pays qui autorisent l'Ukraine à frapper la Fédération de Russie avec des missiles de longue portée français, britanniques ou allemands ou américains. La Fédération de Russie va donc frapper l'un de ces pays ? Ou des représentations, ou frapper différemment, pas forcément sur le terrain, mais dans ces pays qui sont des démocraties. Je ne vais pas vous rappeler que pour débloquer de l'argent pour acheter du matériel et des armes, il faut passer par la voie démocratique et le Parlement. On est toujours dans cette guerre, on a commencé l'émission avec, c'est-à-dire faire pression sur les politiques, faire pression sur les opinions. On est bien d'accord. Et c'est ce qu'ils font en permanence, non-stop, depuis 3 ans et demi, si ce n'est depuis jusqu'à tenter de manipuler les élections. Depuis 2014, voire depuis avant ça, on parlait de la Géorgie tout à l'heure. Enfin, c'est leur spécialité, donc ils essayent de s'appuyer là-dessus, ils essayent de faire peur. Je voulais rajouter sur quand même la question des patriotes, je suis désolée, c'est quand même... C'était sur la pile, sur l'Ukraine, c'est elle aussi qui demandait ces systèmes patriotes parce que c'est les seuls à pouvoir avoir arrêté certains missiles balistiques.